Général Jérôme Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Alors finalement, Donald Trump, il avait raison? Oui, il avait raison, mais il n'est pas le seul à avoir eu raison. Par exemple, la France aussi s'est lancée dans le même dispositif, bien sûr, à une échelle moindre. Mais c'est vrai qu'on assiste depuis quelques années à un mouvement qui est inquiétant, qui est la militarisation de l'espace, avec deux puissances, on va dire, conquérantes, dont une qui est la Chine, qui a des intentions qui méritent l'attention. Pour vous, c'est une source d'inquiétude. C'est pas plutôt ce que devrait faire tout le monde, c'est-à-dire anticiper éventuellement un conflit? Alors, ce qui est très intéressant quand on regarde un petit peu l'histoire de la conquête spatiale, dans les années 50, c'est à des objectifs militaires en quelque sorte. On est en pleine guerre froide. Et puis, il va y avoir... Oui, parce que Ronald Reagan déjà avait imaginé aussi... Oui, cette fameuse guerre des étoiles. Mais il faut rappeler, par exemple, que la création de la NASA et le programme Apollo, il faut se souvenir de John Kennedy avec un homme sur la Lune, va donner un tournant civil à l'utilisation de l'espace, notamment par les Américains. Pour ça, par exemple, que le programme de la navette spatiale était civil, que la station spatiale internationale était civile. Mais l'espace permet des utilisations militaires, soit à des fins par exemple, de télécommunication, d'observation, d'alerte avancée, mais on constate depuis quelque temps une accélération de l'utilisation militaire de l'espace. Mais vous n'avez pas la sensation que parfois la frontière entre le militaire et le civil est un peu ténue ? Bien sûr. Particulièrement dans l'espace? Bien sûr, c'est une question qui est extrêmement sensible. Par exemple, un satellite d'observation peut à la fois détecter le mouvement de véhicules porteurs d'armes nucléaires. C'est pour ça qu'on regarde très attentivement ce que font les Russes autour de l'Ukraine, comme en même temps surveiller les incendies, comme cela est fait pour les feux donc, dans l'Aquitaine. Alors, ce qui est aussi très important, c'est de savoir qualifier correctement la menace. Chloé Dufort, vous travaillez à la chaire Défense et Aérospatiale et vous faites partie d'un groupe de travail à l'ONU qui planche en ce moment même sur la réduction des menaces dans l'espace. Qu'est-ce qu'une menace et comment la caractériser ? Bonjour Madame, bonjour Général. Une menace au sens de la Charte des Nations Unies, ça peut être plusieurs choses, mais tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a vocation à définir ce qu'est une menace. C'est-à-dire que si on ne le saisit pas de la question, peu importe que nous, on considère que c'est un acte grave qui peut être menaçant, ça ne sera pas considéré comme une menace par les Nations Unies et donc on ne pourra pas considérer qu'il y ait un conflit. Vous êtes d'accord, vous, que ça relève uniquement des Nations Unies? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que les Nations Unies passent un peu à l'as dans les conflits, non? Oui, et c'est toute la difficulté du droit spatial, comme il en est aussi du droit maritime. C'est-à-dire que c'est normalement le rôle de l'ONU de piloter, de construire ce droit et bien sûr d'avoir les instruments qui vont avec pour contrôler, surveiller. Alors, pour les instruments, Chloé Dufort, quel est le droit qui est applicable dans l'espace en cas de conflit ou en cas d'agression? En cas d'agression, c'est donc le droit actuel, c'est le droit de la Charte des Nations Unies. Et s'il y a un conflit... C'est le droit de la guerre, c'est le droit des conflits armés? Non. Non, pour l'instant, ce n'est pas le droit de la guerre parce que le conflit armé dans l'espace n'a pas été qualifié. Tant que ce conflit n'est pas qualifié, on ne peut pas invoquer le droit de la guerre parce que ça amène énormément de conséquences sur le terrain ensuite. Pour l'instant, c'est toujours la Charte des Nations Unies qui est en vigueur et le traité de 67 sur l'espace qui prône un usage pacifique de l'espace extra-atmosphérique, de la Lune et des corps célestes. Alors vous, au sein de cette commission ou de ce groupe de travail, comment vous arrivez à harmoniser les arguments pour que vous soyez tous d'accord sur comment on réduit la menace dans l'espace? Est-ce que tout le monde a la même appréhension de la menace surtout? Non, vous vous doutez bien que non, ça dépend des intérêts de chacun, notamment de certaines puissances spatiales. Et pour ce qui est de notre approche à nous, moi je fais partie d'un groupe de la société civile, je travaille à la chaire défense aérospatiale du général Jean-Marc Laurent. On a une approche qui est neutre du sujet, parce que je fais du droit justement des conflits armés et on doit être tout le temps neutre. Mais est-ce que par exemple la France a la même appréhension de la menace que l'État chinois ou que les Américains? Non. En général, c'est très peu souvent le cas. Et si ça l'était, il n'y aurait pas de conflit.
C'est exactement parce qu'on n'a pas la même approche que ces groupes de travail sont essentiels et que les négociations sont difficiles. Vous voulez réagir, Gilles Oui, il faut Sandy? par exemple souligner que donc Florence Parly, qui était ministre des Armées il y a quelques semaines, avait notamment souligné que des satellites russes avaient fait des manœuvres hostiles vers des satellites de télécommunications militaires français. Et c'est bien ça la problématique, définir, avoir la preuve et donc se prémunir face à ce type de menaces éventuelles. De même, la Chine a détruit volontairement un de ses satellites, donc pourquoi pas, mais en créant de multiples objets qui pouvaient présenter une menace pour d'autres satellites. Donc justement, dans l'espace, quelle est la menace immédiate? Alors on a bien compris que ce n'était pas une confrontation directe, mais elle peut avoir des formes différentes. Alors on pourrait envisager sous la destruction d'un satellite, ce qui serait un acte hostile. Hein. Imaginez que... mais encore faut-il pouvoir identifier justement la nature de l'agression, parce que satellite, ça peut tomber aussi en panne. Donc il faut d'une part pouvoir caractériser ce type de menace. Et, a priori, par exemple, on pourrait aveugler un satellite avec un laser de forte puissance. Donc c'est les travaux qui sont en cours, et en particulier... En tout cas, pardon, pour la France, mais c'est aussi pareil pour les États-Unis, pour pouvoir anticiper et avoir en quelque sorte du temps pour pouvoir réagir. Est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, il y a un organe qui serait capable de départager les États? Je crains que non. C'est la difficulté. L'ONU n'a pas, on le voit bien dans les crises actuelles, n'a pas le poids suffisant en quelque sorte pour pouvoir départager ou arbitrer. Et on voit bien que, en fait, c'est celui qui a le plus de moyens, en fait, qui construit la loi en quelque sorte. Il y a un vide juridique là-dessus pour vous? Alors, qu'il faudrait combler? Ou est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut, mais il faudrait être capable de les mettre en œuvre? Il y a certes des instruments juridiques, mais entre la véritable difficulté, c'est d'avoir, en fait, dans l'espace, ou en tout cas les moyens de contrôler. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que on peut avoir tous les textes juridiques, si vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, d'où d'ailleurs la multiplication des réseaux d'alerte pour pouvoir identifier tout ce qui vole au-dessus de nos têtes. Quels sont les deux protagonistes qui seraient susceptibles justement d'être dans ce rapport de force dans l'espace? On a bien sûr les États-Unis qui restent de très loin la première puissance spatiale, avec une capacité d'innovation que n'ont pas les autres puissances. Mais on voit bien qu'il y a d'abord la Chine qui a de très grandes ambitions dans le domaine spatial, qui veut concurrencer. Les Russes sont dans une position extrêmement délicate. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'ils ont donné le feu vert pour qu'une cosmonaute aille dans la Station spatiale internationale avec un vaisseau américain. En fait, les Russes se rendent compte que s'ils abandonnent la Station spatiale, pour eux, l'espace, c'est terminé. C'est terminé. Bon, et il y a d'autres puissances concurrentes. Et puis, il y a aussi là-dessus des entreprises privées. Hein, on peut penser bien sûr à SpaceX, qui est américaine, mais d'autres entreprises qui pourraient utiliser l'espace, d'abord à des fins commerciales, mais avec toute l'ambiguïté que cela peut représenter dans l'utilisation en quelque sorte pacifique ou l'ouverture finalement au monde entier. Chloé Dufort, est-ce que, alors ce sont les débuts encore de ce travail que vous avez entamé à l'ONU, est-ce que tous les pays sont représentés? Est-ce que toutes les nations acceptent de travailler main dans la main, par exemple, pour établir des normes de manière à réduire la menace? Oui, je vais vous répondre, mais si vous permettez, je vais revenir sur ce que le général Pellistrandi disait il y a quelques secondes, sur le fait qu'il y a énormément d'ambiguïté dans les opérations spatiales, ce qui est vrai. En revanche, j'aimerais nuancer le fait que toutes les mesures qu'on essaye de prendre en ce moment seraient inefficaces, parce qu'en fait, on a tendance à vouloir définir les choses. Or, dans ce contexte de dualité, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a d'autres approches qui peuvent être adoptées, notamment une approche par l'effet des opérations spatiales. Plutôt que de se cantonner à vouloir définir ce qu'est une arme, ce qu'est une agression, ce qu'est un acte hostile dans l'espace, eh bien peut-être qu'il faudrait réfléchir sur comment empêcher certains comportements qui seraient irresponsables. Et là, peut-être qu'on aurait une nouvelle façon de rester dans une Et c'est précisément ce que vous faites à l'ONU. Alors, comment faire, Chloé? Comment faire? Il faut entamer les discussions. Il s'agit pas que de droit, il s'agit de beaucoup de diplomatie. De diplomatie, bien sûr. C'est de la négociation, mais j'ai pas l'impression que les débats soient fermés.
La preuve en est, c'est qu'en tant que société civile, aujourd'hui, on a eu l'autorisation de participer à ce travail, ce qui n'était pas du tout gagné, et toutes les puissances spatiales ont accepté. Donc ça montre bien que c'est un intérêt commun et que, j'ose espérer, que toutes les puissances qu'il y aurait un spatiales peu ou non, d'intelligence. Est-ce que vous y croyez, voilà. Jérôme Pellistrandi, qu'il y a un peu d'intelligence, encore un peu de diplomatie dans cette guerre des étoiles qui pourrait... Oui, surtout si, en fait, il y a concurrence. On va prendre un exemple très concret, c'est le GPS. Le GPS qui était un monopole américain. L'Europe, avec le système Galileo, vient en concurrence ou en complémentarité. À partir du moment où il y avait des systèmes qui, finalement, sont en concurrence, complémentarité, eh bien, ça permet finalement d'éviter d'une part les monopoles et d'autre part finalement de diversifier donc les usages, et c'est aussi un facteur de progrès. Merci beaucoup, Jérôme Pellistrandi, Chloé Dufort, d'avoir été avec nous pour vos éclairages.